Est-ce que tout le monde est là? Les absents, levez la main. Bienvenue pour cette rencontre, donc la troisième, si je compte bien, de la Bavue d'ici 2025. Merci d'être encore tous et toutes aussi nombreux, ça fait plaisir. Ce soir, nous accueillons donc Jennifer Le Sieur et Philippe Delors. Merci d'être là tous les deux aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jennifer, vous êtes journaliste, autrice d'une demi-douzaine de biographies, ainsi que de récits et de romans. Vous avez beaucoup écrit. Vous avez obtenu le Goncourt de la biographie en 2008 pour votre biographie sur Jack London. C'était la première biographie de Jack London en français. Et votre dernière parution, publiée cette année aux éditions Artaud, s'intéresse au couple Stevenson, donc Fanny et Robert Louis. On va y revenir, bien sûr. Vous, Philippe, vous êtes artiste peintre. Vous êtes parti sur les traces de Louis-François Cassas, ou Cassas, je ne sais pas comment on dit, Cassas, un dessinateur du XVIIIe siècle qui vous a emmené à Chypre et à Alexandrie. Ça a donné lieu à 2 livres publiés chez Gallimard, aujourd'hui épuisés. Vous êtes également parti sur les traces du peintre japonais Hiroshige sur la route du Tokaido, au Japon. Et votre dernière parution, parue en 2024 aux éditions Elitis, nous emmène cette fois en mer Rouge sur les traces de Henri de Montfred. Alors je dis sur les traces, c'est un peu un raccourci, on verra tout à l'heure pourquoi c'est un peu plus subtil que ça. Alors vous avez tous les deux des profils très différents, un artiste peintre, une journaliste écrivaine, avec des livres aussi très différents, mais vous avez quand même un point commun, c'est votre goût du voyage. Alors j'aimerais commencer par vous, Jennifer, et vous demander si c'est parce que, quand vous étiez petite, vous aviez un papa pilote qui vous a emmené un peu partout, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Si, en fait, vous avez répondu à la question déjà. Oui, forcément, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était commandant de bord chez Air France. Et donc j'ai pu, grâce à lui, passer la plupart de mes vacances scolaires un peu autour du monde. J'ai pas visité tant de pays que ça. On me dit souvent, ah, toi tu voyages beaucoup, mais non, pas en nombre. En revanche, je suis souvent revenue dans plusieurs pays, donc je pense à peu près bien connaître le Japon, la Polynésie, la Californie, la Suède, parce que ce sont des endroits où d'ailleurs je continue de revenir assez régulièrement. Mais oui, ça a planté évidemment une graine de bougeotte chez moi, c'est clair. Et malgré ça, peu de récits de voyage dans votre bibliographie. Si je ne me trompe pas, il y a un récit en Antarctique, qui est quand même un récit de voyage assez atypique. On ne va pas tous les jours en Antarctique. Et un récit plus local, plus français, dans les forêts. Est-ce que c'est parce que le genre littéraire du récit, vous êtes moins à l'aise là-dedans, ou qu'est-ce que... Ah non, c'est tout le contraire. Moi, je crois que c'est ce que je préfère lire, et c'est peut-être ce que j'ai préféré écrire aussi. Allez, on va dire 50-50 avec les biographies. Les récits de voyage, en fait, c'est très vulgaire, c'est très prosaïque, mais c'est pour des questions de financement. Si j'avais une avance considérable de la part de mes éditeurs, c'est sûr que j'aurais fait beaucoup plus de récits de voyage. Je serais partie loin et j'en aurais ramené quelque chose. Mais il se trouve que les biographies coûtent moins cher aux éditeurs. On m'enferme dans une bibliothèque, je fais toutes mes recherches et ça se passe très bien pour tout le monde. Est-ce à dire que vous avez des récits de voyage plein les tiroirs et qu'ils n'attendent que des éditeurs pour être publiés? Oui, j'attends avec impatience l'âge de la retraite pour pouvoir m'y mettre. Nous aussi, on attend là. Et vous, Philippe, est-ce que votre virus du voyage est né, alors pas d'un papa pilote, je crois, plutôt par les lectures que vous avez faites étant enfant, adolescent? Oui, c'est ça, c'est surtout moi les lectures que j'ai faites enfant qui m'ont donné le goût du voyage, notamment les livres, on en parlait de Jack London, James Oliver Curwood, enfin tous ces livres, ces romans d'aventure, on va dire. Et puis après, il y a eu Bless Sandrars, par exemple, etc. Donc pour moi, c'est vraiment la lecture qui m'a donné envie de voyager. Et puis les cartes, enfin l'imaginaire. En fait, c'est l'imaginaire qui m'a poussé à voyager. Voilà. Et puis donc les cartes aussi. Quand on regarde une carte, ça y est, c'est le début du voyage. Et puis voilà, puis je suis parti. Donc au début, j'ai voyagé dans les pays du Nord, le Canada, la Norvège, tout ça, peut-être un peu en hommage pour
essayer de retrouver des sensations que j'ai lues dans les livres de Jack London. Et puis, quand je voyageais, moi j'ai fait une école d'art graphique, donc j'ai fait du dessin. J'avais toujours mon carnet avec moi, donc je ramenais aussi un certain nombre de dessins. Alors, on va parler d'Henri de Montfred, mais vous êtes parti, donc vous avez fait plusieurs voyages, Éthiopie, Djibouti, Yémen, 5 voyages différents entre 97 et 2009, c'est ça? Le dernier est 2009. 5 voyages dans la même région. Est-ce que c'était un coup de foudre pour cette région? Est-ce que c'était l'envie d'approfondir ce que vous aviez déjà vu? Je crois que c'est une région qui m'a vraiment intéressé. Et puis, c'est pareil, je suis pas un voyageur un peu compulsif, c'est-à-dire que je note pas dans mon carnet les pays où je suis allé. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais par contre, quand je commence à découvrir une région, j'ai envie de m'y attarder aussi, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et en fait, en 97, premier voyage au Yémen, je suis parti au Yémen pendant 2 mois pour faire du dessin, pour ramener des dessins. Et Henri de Montfred, je ne connaissais pas tellement, finalement, je me souvenais des épisodes à la télévision, là, en noir et blanc, dans les années 70, Les Secrets de la Mer Rouge. J'avais jamais lu un bouquin d'Henri de Montfred. Et en fait, c'est au retour de ce voyage au Yémen, où là, je me suis un peu documenté, parce que j'y suis allé complètement comme ça, quoi, sans rien connaître. Et là, je me suis un peu documenté. Je suis tombé sur les ouvrages de Henri de Montfred que j'ai lus. Et là, je me suis dit, là, il y a quand même un sujet, quoi. Il y a quelque chose à faire. Essayer de retourner dans les endroits où il a vécu, etc. Et puis, j'aime cette partie du monde, quoi. C'est quelque chose qui me plaît. Il y a l'aventure, il y a la mer, voilà, c'est les livres d'Henri de Montfred, quoi. Et par contre, vous précisez dans votre livre que ces voyages n'étaient pas des pèlerinages sur les pas de Montfred. C'était plutôt une manière d'enrichir le voyage. Comment votre relation à Montfred? Alors, c'est un personnage ambigu, Henri de Montfred, hein, donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'ailleurs. Et non, pèlerinage, c'est pas tellement intéressant. En fait, quand je voyage et quand j'ai un projet de livre, j'ai besoin d'une structure pour mon projet. Là, par exemple, vous avez parlé de Louis-François Cassas, qui était un dessinateur du XVIIIe, qui a fait tout un périple dans l'Empire ottoman de l'époque. Il s'est arrêté à Palmyre. Je digresse un peu, mais c'est intéressant parce qu'il est tombé complètement dans l'oubli, ce pauvre Cassas. Et Palmyre, c'est un des premiers à avoir dessiné les ruines de Palmyre. Ensuite, il est allé en Égypte, donc le Caire, Alexandrie, et il est remonté par Chypre, et en 1785. Et du coup, je suis tombé sur un certain nombre de dessins de Cassas, et là, je me suis dit, tiens, je vais aller à Alexandrie pour essayer de retrouver les vues que Cassas avait faites quand c'était possible, bien sûr, parce que la ville a complètement explosé. Mais c'est aussi un prétexte au voyage. C'est pas, je vais pas chercher là où habitait forcément Henri de Montfred. Je vais pas essayer de recueillir des témoignages sur Henri de Montfred. C'est le prétexte au voyage. Et c'est une forme d'hommage au personnage aussi, quand même, parce que c'est lui qui m'a encore plus donné envie de retourner dans ces pays de la Corne de l'Afrique, quoi. Et alors vous, Jennifer, votre livre, donc Les Amants nomades, ce n'est pas une biographie, c'est une double biographie, puisqu'on s'intéresse non seulement à Robert Louis Stevenson, mais aussi à Fanny Stevenson. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette double biographie avec ce personnage qui n'est pas seulement une épouse de... Ah non, oui, loin de là. Voilà, en plus, si elle nous entendait, là, elle dirait comment ça? C'est moi qui ai fait Robert Louis. Et c'est pas tout à fait faux. En fait, comme vous l'avez dit, j'ai écrit une biographie de Jack London il y a déjà 15 ans. Et j'ai toujours aimé, moi, ces voyageurs anglo-saxons, ces écrivains qui sortaient un peu d'eux-mêmes, qui sortaient de leurs conditions ouvriers pour Jack et grand bourgeois d'Édimbourg pour Stevenson. Et pour s'accomplir eux-mêmes, pour aller voir ailleurs s'ils y sont, parce qu'ils cherchaient leur place, parce qu'il fallait qu'ils accomplissent quelque chose. Et ça m'a toujours beaucoup inspiré. Et mes éditeurs chez Artaud, justement, voulaient un peu un retour aux sources. Ils m'avaient dit, est-ce que tu pourrais faire quelque chose qui soit un petit peu comme ton Jack London, mais bon, évidemment pas une biographie, pas juste suivre les traces d'un voyageur.
Et très rapidement, comme on a les mêmes goûts, Stevenson est arrivé sur la table. Je me souviens, c'était un café parisien, il devait être 14 heures par là. Puis on commence à parler, blablabla. Puis Stevenson, ah oui, j'aime bien Stevenson aussi. Mais bon, est-ce qu'on lit encore L'île au trésor? Bon, on va pas faire une biographie classique de lui. En même temps, il y avait Fanny aussi. Oui, mais Fanny, il y a déjà eu une biographie de Fanny par Alexandra Lapierre dans les années 90. Et on revient, et puis là, il est 16h, 17h, on me dit, ouais, mais Fanny, en même temps, elle avait 10 ans de plus que lui, elle avait déjà 3 enfants, c'était tout et son contraire, lui, grand, escogriffe, charmant, solaire, et elle, petite, brune, très sombre, avec un caractère épouvantable. Et là, alors je ne sais plus lequel de nous trois a donné un grand coup sur la table, on a dit, mais oui, c'est ça qu'il faut raconter. C'est ce couple totalement hors norme et en même temps complémentaire. C'est ce qu'ils ont traversé chacun et surtout comment ils se sont rencontrés, la façon dont ils se sont dynamisés l'un l'autre, la façon dont ils ont, mais vraiment pour le coup, dépassé énormément d'obstacles, toutes les barrières, qu'elles soient mentales, sociétales, des barrières physiques, pour vivre leur vie de couple, leur vie d'aventurier. Et effectivement, sans Fanny, il n'y aurait pas eu de Robert Louis Stevenson. Voilà, donc c'est venu comme ça, on s'est dit, mais oui, ce qu'il faut raconter, c'est ce couple hors norme. Et on est ici en Cévennes, et sans Fanny, il n'y aurait pas eu le voyage avec un âne dans les Cévennes. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens connaissent le voyage avec un âne, beaucoup de gens ont pris le chemin, mais finalement, j'ai remarqué que peu de gens savent que si Stevenson est parti avec sa petite ânesse Modestine, c'était pas pour aller faire de la rando et faire des gîtes d'étape et faire Bombance en France, c'était parce qu'il avait un chagrin d'amour. C'est parce que sa Fanny, elle était retournée en Californie pour essayer de négocier un divorce qui était loin d'être gagné. Et lui, pendant ce temps, au lieu de vider toutes ces bouteilles de whisky à Édimbourg, où il s'ennuyait à mourir, où il crachait ses poumons, il s'était dit, bon, allez, je vais aller dans la patrie des protestants français, donc je vais aller en Cévennes, parce que lui était protestant de cœur, pas de foi, mais il était passionné par les covenantaires. Et il s'est dit, allez, j'aime la France, j'aime ces collines, j'aime cette rocaille, j'aime ce peuple surtout, je vais aller me balader là-bas et puis ça va me faire oublier Fanny. Et ben manque de bol, ça ne lui a pas fait oublier du tout Fanny, on n'en trouve pratiquement aucune mention dans son voyage avec un âne dans les Cévennes, ou alors il faut lire un petit peu entre les lignes, notamment quand il est obligé de donner quelques petits coups à sa bourrique pour qu'elle avance, et que la bourrique lui lance un regard furieux, et là il se dit oh, elle est encore là. Alors, on a un Robert Louis Stevenson né en 1850, une Fanny Stevenson née en 1840 et un Henri de Montfred né en 1879. Donc, on est dans des périodes à peu près similaires. Et ils ont tous les trois un point commun, ils ont la bougeotte qui les a menés à l'exil, en fait. Est-ce que, pour commencer par Stevenson, on pourrait dire que les Stevenson ont été des voyageurs malgré eux? Ils l'ont été, oui, dans un sens, ils l'ont été par nécessité. Stevenson, à la base, était beaucoup plus voyageur parce que, malgré sa santé délicate, c'était quand même un très grand marcheur. Et il avait tendance à dire « le dehors guérit ». Et cette phrase est merveilleuse parce qu'elle est toujours valable aujourd'hui. C'est que quand, évidemment, quand on peut se le permettre, quand on a mal à l'âme ou des petits bobos, aller marcher dehors, ça résout bien des problèmes. Et lui, il l'a fait quand ils se sont rencontrés après avec Fanny, qui avait aussi déjà pas mal roulé sa bosse aux États-Unis, oui, parce qu'elle était américaine. Ils sont partis pour chercher un climat favorable à la santé, aux bronches fragiles de Stevenson. Donc, ils ont quand même voyagé, évidemment en Grande-Bretagne, mais beaucoup en France, en Suisse, aux États-Unis, pour trouver un climat qui soit assez sec, assez frais, mais pas trop, pour finalement trouver que le climat qui lui allait le mieux, c'était le climat lourd, étouffant et humide du Pacifique et des îles Samoa en particulier. Donc au départ, c'était vraiment pour des raisons sanitaires, un peu pour des raisons aussi de développement de l'imaginaire, parce que lui aussi se nourrissait sur place, c'était un écrivain de terrain.
donc trouver des intrigues pour nourrir ses romans. Et à la fin, c'est parce que tout simplement, ils adoraient ça. Ils adoraient aller à la rencontre des autres. Et plus c'était loin de leur patrie d'origine, de leur culture, de leur mode de pensée, et mieux c'était, et mieux ils se sont trouvés. Et ce vécu pacifique, vous-même, vous avez vécu en Polynésie. Est-ce que ça vous a permis de vous plonger encore plus dans la peau de ces personnages ? En un sens, oui, parce que j'ai ressenti dans les récits des mers du Sud de Stevenson, j'ai lu son émerveillement quand il est arrivé, bon lui en bateau à voile, aux Marquises. Et j'ai vu à travers ses yeux non seulement la beauté évidemment de ces falaises noires qui plongent à pic dans la mer, et il en a été émerveillé. Et je comprends cet émerveillement parce qu'à moins de le voir soi-même ou à moins de le vivre par les livres, on ne se rend pas bien compte à quel point c'est fou et gigantesque comme vision. Alors j'imagine pour un petit Écossais, ça doit être encore plus impressionnant. Et Manfred, lui, alors il a 32 ans quand il arrive en Afrique. C'est plutôt une fuite, non, quand il s'installe là-bas? Oui, c'est une fuite, c'est-à-dire que là, bon, en Europe, en France, il va d'échec en échec, le pauvre Henri de Manfred. Il cherche à faire une usine de poulets, tous les poulets crèvent. Après, il monte une minoterie, et puis à Melun, il y a les inondations de la Seine, enfin voilà. Il vivote avec une femme dont il n'est pas amoureux. Ensuite, pendant 6 mois, il est cloué au lit par une fièvre de Malte. Et c'est finalement une jeunesse un peu indolente. Il est un peu feignant. Il est pas, voilà, c'est pas terrible. Une jeunesse un peu indolente et morose, on pourrait dire même presque. Et en sortant de sa maladie de la fièvre de Malte, il dit il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et il trouve une embauche en Abyssinie pour faire le commerce des pots et du café. Et à la maison Guignoni, qui était une maison voilà, de commerce. Et du coup, il part. Il abandonne les mornes plaines, comme il dit, et les champs de betteraves, pour essayer de vivre une nouvelle vie d'aventure et surtout de réussite financière. Parce qu'Henri de Manfred a un père qui est assez important pour lui, qui est peintre et qui est un ami de Paul Gauguin. Et c'est quelqu'un c'est la petite bourgeoisie un peu de Port-le-Cat, enfin du sud-ouest. Et j'ai l'impression qu'Henri de Manfred, finalement, il a besoin de prouver à son père qu'il est quelqu'un. Donc voilà, il part en 1911, donc en Abyssinie, pour commencer à travailler sur les hauts plateaux du Tchercher, dans le commerce des peaux et puis du cuir, et puis voilà. Et il fait comme beaucoup finalement de Français à l'époque, qui vont aller chercher fortune dans les colonies françaises. On pense à Rimbaud aussi. Rimbaud a fait un peu la même chose. Bon, c'est un peu le contraire de la vie d'Henri de Manfred, parce qu'ils étaient écrivains avant d'être aventuriers. Manfred, c'est le contraire. Mais Rimbaud est peut-être plus parti par dépit, quoi. Enfin, mais c'était 20 ans, Rimbaud était dans le même coin, du côté de Harare, 20 ans avant Henri de Manfred. Et voilà, et Manfred donc travaille pendant un certain temps, dans les colonies, donc ça aurait pu être le Tonkin, ça aurait pu être, je sais pas, l'Afrique du Nord. Bon, il s'est trouvé que lui, il a atterri là-bas parce qu'il avait ce fameux contrat avec la maison Guignoni. Donc c'est un peu un hasard. Mais ce qui est important, c'est qu'Henri de Manfred, il n'est pas du tout écrivain à cette époque-là, il veut réussir financièrement. Voilà, c'est ça son but. Moi je pense, enfin, c'est un peu mon interprétation personnelle, mais je pense qu'il veut prouver aussi à son père qu'il peut réussir. Justement, ce rapport à l'argent, c'est intéressant parce que Henri de Manfred, il a un peu cette obsession, mais les Stevenson, ils l'ont aussi un peu à l'inverse, c'est qu'ils tirent le diable par la queue sans cesse. Oui, et Stevenson a eu de l'argent de poche de son papa jusqu'à l'âge de 30 ans quand même. Il a attendu un peu longtemps avant de pouvoir prendre son indépendance financière, surtout en ayant à sa charge Fanny
et les 2 enfants de celle-ci. C'est vrai que ça a été très important dans sa vie aussi, ce rapport à ses parents. C'est effectivement le récit d'un couple, mais c'est aussi le récit d'une famille dans son ensemble, parce que les parents de Stevenson étaient aussi très particuliers. Lui, descendant d'ingénieur, de constructeur de phares. Elle, vraiment la victorienne, bigote, très pieuse, très effacée. Et en fait, quand le père de Stevenson est décédé, la veuve, la mère de Robert Louis, est devenue la veuve joyeuse. Elle avait toujours évidemment sa coiffe de veuve, ça on lui ferait enlever pour rien au monde, mais elle a tout de suite tenu à les accompagner, toute sa petite famille recomposée, en Polynésie, et puis elle n'avait jamais fait de bateau au-delà des îles écossaises, mais elle aussi, elle revivait, elle était émerveillée de ne pas avoir le mal de mer, d'être capable de naviguer pendant 3 semaines avec juste des conserves et de l'eau saumâtre. Elle se sentait revivre. Et là, je me dis, c'est vraiment la mère de son fils. Ils se sont révélés eux-mêmes en sortant totalement de leur zone de confort. Même si elle restait quand même un peu victorienne au fond, parce que quand elle est arrivée aux Marquises, elle aussi, elle a été un petit peu choquée quand même par la nudité des gens qui étaient quand même tatoués de la tête aux pieds. Et donc, pour se dire qu'ils ne sont pas totalement nus, elle a écrit à sa sœur, ils sont vêtus magnifiquement de dentelle noire. Et donc, Philippe, vous disiez Henri de Montfred, vous l'avez lu après votre premier voyage, si j'ai bien compris. Une fois que vous avez commencé à le lire, est-ce que les livres de Henri de Montfred vous ont un peu servi de guide, parce qu'il décrit toutes ces régions-là, et est-ce que vous vous êtes appuyé dessus pour retrouver des lieux, des paysages, sa maison, vous l'avez retrouvé aussi? Oui, l'itinéraire était inscrit dans les livres de Montfred, hein. Donc j'ai suivi l'itinéraire. Donc Henri de Montfred en 1911 arrive à Djibouti, donc il va dans les plateaux éthiopiens à Harar jusqu'en 1913. Après il rompt son contrat avec Lignoni et là il achète un bateau. Et là après commence toute la navigation sur la mer Rouge et la contrebande. Alors il faut dire un truc, c'est que c'était quand même un peu une tête brûlée. Je crois qu'il a été quand même fasciné par les coutumes, les populations aussi qu'il a pu rencontrer. Et tout le monde vivait de contrebande, d'armes à cette époque-là. Rimbaud l'a fait, c'était vraiment à Djibouti, c'était la côte française des Somalies. À cette époque-là, tout le monde vendait des armes. Et donc Montfred, il dit, moi aussi, je vais vendre des armes. Et donc il achète son bateau et il commence à acheter des armes et les vendre. Mais le gouverneur lui dit non, tu vas pas aller les vendre de ce côté-là aux Danakil là, qui sont dans la côte française des Somalies. Toi, si tu veux les vendre, tu vas aller les vendre au Yémen. Montfred, non, moi j'achète mes armes, je les vends à qui je veux. Donc voilà, il allait les livrer à tout le monde. Tous ceux qui voulaient acheter des fusils, ils achetaient des fusils. Et du coup, il s'est mis quand même en bisbille avec les autorités coloniales. Il était un peu mal vu. Et donc voilà, donc au début c'était les plateaux éthiopiens, après ça a été la navigation. Ensuite il a acheté donc une maison à Obok où il a vécu avec sa femme, il a fait venir sa femme, il avait un piano, etc. à Obok. Un tout petit bled paumé, hein, vraiment. Toujours aujourd'hui ? Toujours aujourd'hui, oui, c'est toujours paumé. Et donc, si vous voulez, le cheminement était vraiment balisé. Moi, je me suis contenté de repérer les endroits où il a vécu, ou les endroits dont il parle dans ses livres. Sur la côte yéménite, Aden, évidemment, il allait très souvent à Aden. Après, il parle d'une autre ville sur la mer Rouge qui est Mocha, la ville du café sur la mer Rouge. Donc, il y a tout un épisode où, avec les Turcs, où il prend des photos parce que le gouverneur lui a demandé de prendre des photos. Voilà, il y a tout un épisode qui se passe à Mocha, donc il fallait que j'aille à Mocha. Enfin, voilà, finalement, c'était relativement balisé. Moi, j'ai fait que 3 pays, mais j'aurais pu aller en Érythrée, aux îles Dahlak. Après, il a acheté du hashish, donc il le remontait via la mer Rouge, il allait le livrer à Suez,
en Égypte et où il allait aussi à Alexandrie. Alexandrie, je connaissais puisque j'ai travaillé sur la ville d'Alexandrie. Le Caire, bon, j'avais des dessins aussi du Caire. Mais voilà, c'est tout si vous voulez, par rapport aussi à mes voyages et mon intérêt pour cette région, je trouvais dans Montfred que voilà, ça s'organisait, ça se combinait en fonction des terrains que je connaissais un peu et que j'aimais. Donc voilà, le voyage a été guidé vraiment par Henri de Montfred. Et comment on voyage aujourd'hui dans ces régions ? Vous racontez des épisodes difficiles parce qu'il fait très chaud, les transports ne marchent pas forcément bien, il y a un peu d'insécurité. Oui, la patience, la patience, quand est-ce que le bateau part. Bon, je voulais absolument prendre un bateau pour traverser le Bab el-Mandeb, le détroit qui sépare la côte africaine du Yémen. Et donc maintenant, c'est des poutres, c'est toujours des poutres. Bon, ils n'ont plus les voiles comme autant d'Henri de Montfred, mais ils ont des moteurs diesel. Mais alors, j'ai attendu le départ du bateau pendant une semaine. Voilà, donc voilà. Et puis après, quand j'étais au Yémen, j'avais l'avion qui arrivait dans une semaine. J'étais coincé à Mocha. Il a fallu, je croyais que j'allais rater l'avion parce que le poutre n'arrivait pas, il partait pas, mauvaises conditions climatiques, etc. Donc il y a toujours des choses complètement aléatoires, mais c'est formidable. C'est aussi là aussi, on rencontre Henri de Montfred et ses écrits, quoi. Voilà. Et pour en revenir du coup justement à ses écrits et à cette figure d'écrivain, Henri de Montfred est arrivé assez tard à l'écriture. Vous le mentionnez rapidement. Est-ce que vous pourriez nous raconter ? Oui, en fait, c'est une rencontre avec Joseph Kessel. Bon, ça c'est connu, hein, parce que Joseph Kessel devait faire un reportage en 1930 pour le Matin, je crois, pour le journal Le Matin, sur le trafic d'esclaves entre l'Abyssinie et l'Arabie. Et donc, il entend parler d'Henri de Montfred. Voilà, on lui dit, tu devrais rencontrer Montfred, il connaît bien la région, il peut t'introduire, te trouver des contacts, etc. Donc, Kessel rencontre à Djibouti, à Paris, et puis après, il se retrouve à Djibouti. Montfred, le gouverneur ne veut pas que Montfred accompagne Kessel dans son expédition, mais enfin, Montfred lui donne quand même des contacts. Et donc Kessel fait son reportage sur le trafic d'esclaves qui est paru, etc. Et Kessel était bien introduit dans les milieux littéraires, il était connu, il avait des contacts chez des éditeurs, et Kessel dit à Henri de Montfred, mais c'est formidable ce que tu écris, ou plutôt, Henri de Montfred donne ses journaux, parce qu'il tenait des journaux de bord et tout un tas de journaux, à Kessel. Il dit, oh tiens, est-ce que tu pourrais peut-être faire quelque chose avec ça ? Vous voyez, peut-être écrire quelque chose. Alors Kessel lui dit, non, mon gars, c'est toi qui vas écrire, et c'est comme ça que Henri de Montfred est rentré dans l'écriture. Et d'ailleurs, dans le roman Fortune carrée de Kessel, le fameux mort d'homme, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, c'est Henri de Montfred. Donc il y a double clin d'œil. Voilà. Stevenson, lui, de son côté, a toujours aspiré à écrire, à être reconnu, et Fanny a joué un rôle très important dans sa carrière littéraire. Oui, il a longtemps cherché sa voie. Il a commencé par écrire des pamphlets religieux à mourir d'ennui, alors qu'il était athée. Il ne comprenait pas pourquoi ça n'intéressait personne. Enfin bon, il était très mal conseillé. Et heureusement, et avec l'appui de quelques camarades d'Édimbourg et de Londres, il a commencé un peu à faire sa place en écrivant des petites nouvelles, où montrer un peu plus sa patte à lui, son humour, son regard particulier sur la vie. Là, ça commençait déjà quelque chose commençait à percer. Mais on attendait de lui qu'il fasse une vraie fiction. Une vraie histoire personnelle que personne n'aurait jamais lue. Parce qu'à l'époque, le roman d'aventure, il faut le rappeler, n'était pas du tout à la mode. Et le seul écrivain écossais qu'on connaissait, c'était Walter Scott, et ça s'arrêtait là, et on n'attendait pas de nouveau Walter Scott. Donc il a vraiment cherché sa voie, et jusqu'au jour où il fait un cauchemar une nuit, Fanny paniquée, le réveille, il se réveille en sursaut, il engueule Fanny, il me dit « Mais pourquoi tu me réveilles ? J'étais en train de faire un cauchemar génial !»
Donc tout de suite, il se rue dans son bureau, il prend des feuilles, sa petite plume, et il griffonne ce qui allait devenir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il le fait lire à Fanny. Fanny, qui mâche pas ses mots, lui dit moi, c'est pas mal, mais t'es passé à côté de quelque chose. Il manque quelque chose. En gros, t'as un peu raté ton sujet. Donc lui, il reprend ses feuilles très calmement, il remonte dans son bureau, il appelle Fanny. Fanny arrive et voit le manuscrit en train de brûler dans la cheminée. Donc elle est paniquée, elle dit non, mais je voulais pas dire qu'il fallait tout jeter au feu. Et il arrête, il dit tu as raison, il manquait quelque chose, je vais tout réécrire. Alors, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça fait quand même, c'est la taille d'un petit roman, hein. Ça prend environ un mois ou deux d'écriture à un écrivain normal. Lui a écrit ça en 48 heures à peine. Donc il refait une version, Fanny le lit, elle dit oui, là il y a vraiment quelque chose de fort. Et ça a été son premier succès. Et on se demandera toujours qu'est-ce qu'il y avait dans cette première version qui a disparu, et est-ce que s'il l'avait publié tel quel, est-ce que ça aurait été un flop? On ne sait pas. Toujours est-il que Fanny, oui, a dès le début été conseillère, correctrice. Elle a parfois écrit des petites descriptions dans les œuvres de Stevenson, et bien malin celui qui arrivera à distinguer qui a écrit quoi. J'ai vu les manuscrits à la Bibliothèque d'Écosse, nationale d'Écosse, à Édimbourg. Impossible de faire la différence même dans leur graphie. Elles étaient aussi illisibles l'une que l'autre d'ailleurs. Mais voilà, déjà elle a marqué sa patte. Il n'était pas toujours d'accord avec elle, mais il l'écoutait toujours. Alors, vous avez évoqué là, les archives, et du coup j'aimerais qu'on rentre un peu dans les coulisses de votre travail à tous les deux. On va commencer par vous, Jennifer, sur justement ce travail d'archives. Comment vous avez fait pour rassembler tout ce matériau autour de ce couple? Donc vous êtes allé en Écosse? Oui. Enfin, la difficulté pour ce livre-là, c'est que c'est quand même une double biographie quelque part, donc c'était 2 fois plus de travail pour le même laps de temps qui était limité. Donc j'ai fait de façon très simple. J'ai acheté tous les livres qui étaient parus de Stevenson sur Stevenson, également sur Fanny, bien que ça en faisait beaucoup. Ça en faisait énormément. Ah, la correspondance. J'ai dû lire mes 5000 pages de correspondance. C'est fou qu'en aussi peu de temps, parce qu'il est mort à 44 ans quand même, il ait écrit autant de romans, autant de récits, autant de nouvelles et autant de lettres. Je crois qu'il a dû écrire 20 000 lettres, quelque chose comme ça. Pour quelqu'un qui était quand même malade la moitié du temps, ou alors sur un bateau, ou alors en chemin pour je ne sais où, c'est assez considérable. Ça ne met pas toujours autant. Fanny a moins écrit, donc la difficulté c'était de trouver les sources. Il y en a pas mal dans la bibliothèque de Yale aux États-Unis, mais pour des raisons financières, je ne pouvais pas m'y rendre. Heureusement, j'ai écrit aux bibliothécaires et très gentiment, ils m'ont envoyé autant de scans qu'ils en avaient sous la main. Et j'ai trouvé comme ça aussi des nouvelles qu'elle avait écrites, qui n'avaient jamais été éditées, encore moins traduites en français. Donc j'ai pu voir aussi la propre fiction de Fanny. Et pour aller sur leurs traces, je n'ai pas pu faire 3 fois le tour du monde comme eux, mais effectivement, j'ai passé du temps en Écosse. J'ai randonné le long du chemin de Stevenson, mais juste pour le premier tronçon. J'ai bien l'intention de continuer jusqu'à Alès la prochaine fois. Mais c'était vraiment une plongée, oui, dans un univers de papier, d'encre baveuse, et derrière, il y a tout cet univers. Au départ, comme chacun de mes livres, je me dis mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Il y a trop de choses, il y a trop de documentation. Et finalement, on se plonge dedans et on n'a plus tellement envie d'en sortir. Alors vous, Philippe, dans votre livre, vous faites des va-et-vient entre votre récit de voyage, des extraits d'Henri de Montfred et des courts récits où vous mettez Montfred en scène. Et dans vos dessins aussi, il y a énormément de dessins de vos voyages, mais aussi quelques-uns qui se sont basés sur des archives que vous avez consultées au musée Henri de Montfred dans l'Indre. C'est ça ? C'est ça. Alors oui, c'était le dernier voyage au Yémen était 2009. Finalement, c'est un projet et le livre est paru en 2024. C'est un projet qui est resté dans les tiroirs très très longtemps.
j'arrivais pas à articuler mon propre voyage et Henri de Montfred. Comment articuler ces deux aventures finalement entre elles, je ne trouvais pas le truc. J'aurais très bien pu insérer dans mon récit des citations, ouvrez les guillemets, machin, truc. Je trouvais ça lourd, ça m'embêtait, j'avais pas envie de faire ça. Et du coup, finalement, il a fallu plusieurs années pour que la solution arrive. Simplement, j'ai mon récit de voyage, moi, mon journal de voyage. Je suis doc à Obock. À Obock, voilà, on fait une double page sur Henri de Montfred à Obock. Voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc il y a deux récits qui ne sont pas imbriqués, mais qui se juxtaposent. C'est vraiment tout simple comme truc, mais bon, il a fallu longtemps pour arriver à cette simplicité-là. Et du coup, Henri de Montfred faisait beaucoup de photographies. Il a écrit ses romans autobiographiques, on peut vraiment dire ça, hein, parce que l'autobiographie, bon... Voilà. Et il y a eu beaucoup de correspondances qui est parue aussi grâce à son petit-fils Guillaume de Montfred, qui a fait paraître beaucoup de correspondances entre lui et son père ou sa femme Armgard. Et du coup, j'ai recréé des passages à partir de mes lectures, des correspondances, et j'ai voulu avoir... Alors, c'est pareil, c'est un boulot complètement dingue, parce que moi, pour faire, par exemple, 2 feuillets sur Henri de Montfred à Obock, il a fallu que je relise tous ses bouquins, sa correspondance, enfin tout le truc pour 2 feuillets, quoi. Et en plus, lui, dans ses romans autobiographiques, alors c'est pas forcément juste, les dates, c'est complètement un peu inventé. Heureusement qu'il y a ses écrits, qui eux au moins sont datés, enfin c'est sa correspondance. Voilà, donc c'était un travail assez dense aussi pour finalement très peu de textes sur Henri de Montfred. Et voilà comment j'ai organisé ça. Il y avait aussi des problèmes. Henri de Montfred n'est pas dans le domaine public. Guillaume de Montfred, son petit-fils, lui, veille comme le lait sur le feu à tous ces trucs sur son grand-père. Donc il faut prendre ça avec plein de pincettes. Donc il a en plus fallu que je ruse pour pas mettre de documents d'époque, trouver... En fait, moi, je me suis créé mon propre Montfred, quoi. Donc, je sais pas s'il y a... Je suis pas un biographe non plus. Je suis pas un scientifique, je suis pas un historien. J'ai essayé de créer ces petits passages sur Henri de Montfred, un peu comme un biopic, finalement, très vivant, où le personnage est là et on le voit en action. Il arrive sur les îles Moucha où il va enterrer ses armes, donc on voit la barque. J'essaie de créer quelque chose d'assez visuel qui arrive la nuit et puis il décharge les caisses d'armes, etc. J'essaie de rendre ça très vivant. Voilà, donc il y a vraiment les deux récits. Moi, mon journal de voyage, c'est un journal écrit un peu presque un style télégraphique où il n'y a pas vraiment de recherche littéraire. Et puis par contre, tous les petits passages sur Henri de Montfred, là j'essaie de donner une ambiance, enfin un truc un peu visuel, quoi, pour qu'on soit dans l'aventure. Et, voilà. Je voulais juste ajouter une chose sur cette énorme documentation qu'on est bien obligé de s'imposer. Flaubert disait j'avale des océans pour pisser une rivière. Et je trouve que ça correspond assez bien à notre travail. C'est ça, exactement. Et pour en revenir sur le carnet de voyage, quand vous êtes dans le voyage lui-même, comment ça s'articule? Est-ce que vous avez un carnet pour le dessin et un carnet pour l'écriture, ou est-ce que ça s'entremêle aussi comme dans le livre final? Non, j'ai un carnet vraiment pour le dessin, consacré au dessin, et puis j'ai un petit carnet où chaque soir, je note ce que j'ai fait pour m'en souvenir, etc., en style télégraphique, hein. Donc c'est pratiquement la retranscription dans le journal, dans le livre, un peu du carnet. Bon, des fois c'était complètement incompréhensible, donc il a fallu un peu changer quelques trucs, mais on n'est pas loin du vrai carnet. Donc bon, après on peut dire c'est mal écrit, etc. Mais au moins, moi je trouve que ça garde un côté un peu spontané et vivant du voyage. Voilà, je suis pas écrivain. C'est le dessin qui m'a amené à l'écriture. C'est-à-dire que quand on a une série de dessins qui se mettent les uns derrière les autres, ils peuvent être très beaux, ils peuvent être magnifiques, tout ça, mais il faut le contexte, quoi. Il y a ce qu'on peut raconter par le dessin, et il y a ce qu'on peut raconter par l'écriture, et on ne raconte pas la même chose en fonction de l'écriture et du dessin.
Donc je suis arrivé à l'écriture parce que je voulais contextualiser tous ces dessins. Et qu'est-ce que vous emportez comme matériel de dessin en voyage? Bon, c'est très simple, des carnets plutôt reliés, solides, du carnet solide, pas de spirale, parce que les feuilles, au bout d'un moment, ça part n'importe où. Donc quand on voyage, on met son carnet dans son sac à dos, enfin c'est un peu... Donc des carnets de dessin assez solides, un papier qui passe partout, solide aussi, une boîte d'aquarelle, une trousse, des crayons, des plumes, une bouteille d'encre de Chine, et puis voilà, quoi, c'est du matériel très simple et très léger. Alors vous parlez de la difficulté à dessiner sur le vif avec les gens autour qui viennent regarder, et votre rêve d'avoir un clown blanc qui viendrait faire diversion et vous laisserait tranquille. Oui, bah oui, parce que bon, alors surtout quand on est sur des marchés, des choses, puis les gens n'ont pas l'habitude de, enfin les gens en Éthiopie, bon, ils ne voient pas les gens dessiner dans la rue, quoi. Donc il y a toujours des attroupements, tout ça. Alors bon, c'est sympa, c'est gentil, machin, mais au bout d'un moment, bon, on peut plus dessiner, il y a trop de monde. Alors voilà, j'imagine un clown qui arrive, et puis qui commence à faire des tours de magie, et puis tous les gens le suivent, et puis moi je suis tranquille, voilà, dans mon coin, ils sont tous partis voir le clown, et puis moi je peux faire mon dessin bien tranquillement. Le rêve. Voilà. Et vous, Jennifer, en termes de méthodologie, vous avez écrit donc plusieurs biographies. Est-ce que vous travaillez toujours de la même manière en fonction de la personne à laquelle vous vous intéressez, ou est-ce que ça change en fonction? Non, je crois que ça reste à peu près la même méthode. Je suis journaliste à la base de formation, enfin de profession, et j'ai les mêmes outils finalement que si j'écrivais un reportage. C'est-à-dire que je suis obsédée par les sources. Mon objectif, c'est vraiment d'aller à la source primaire. La source primaire, ce sont les journaux intimes, la correspondance, les témoignages quand il y a des gens qui ont connu les personnages sur lesquels je travaille, et vraiment faire ensuite ma petite cuisine à partir de ça. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il faut lire tout ce qui a été écrit. Donc je lis énormément, j'annote énormément mes lectures, je prends beaucoup de notes, aussi bien sur un carnet manuscrit que sur un ordinateur, parce qu'on n'écrit pas du tout la même chose à la main et à l'ordinateur. Et ensuite, je me retrouve avec des fichiers qui sont un peu partout sur mon écran, que je suis bien obligée après de structurer, d'organiser pour en faire un récit clair. Mais au départ, c'est vraiment 80% de lecture. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est 70% de lecture, 20% de rêvasserie et 10% d'écriture. Parce que la rêvasserie, je pense que Philippe sera sûrement d'accord avec moi, pour qu'un récit décolle, pour qu'on fasse vraiment notre portrait de notre personnage, pour le faire partager, il faut quand même faut le rêver, il faut le fantasmer, il faut arriver, mais tout en restant juste, parce que moi je ne suis pas romancière, là je tiens absolument à ce que tout dans mes livres soit vérifiable, d'où l'obsession des sources, mais en même temps permettre une sorte d'ouverture, d'imaginaire, une sorte d'histoire. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est ça se lit comme un roman. C'est un peu le but, parce que ce sont des romans. Ces vies-là sont totalement dingues. Moi, je suis juste la scribe chargée de mettre ça en forme. Mais c'est vraiment l'étape de rêvasserie qui condense en fait toutes les lectures, qui les sédimente, et pour ensuite en faire ressortir, j'espère, quelque chose de poétique. C'est sûr, oui, c'est réussi, et effectivement, ça se lit complètement comme un roman. Et est-ce qu'on peut vous interroger sur vos projets en cours ou à venir, ou est-ce que c'est encore top secret, l'un et l'autre? Au niveau des voyages, je ne sais pas, là j'aurais peut-être un petit fait pour tous les Balkans. Je suis en train de lire Ivo Andrić, je ne sais pas si des gens ont lu ce personnage, ce romancier sur les Balkans. C'est formidable, et ça voilà. Encore une fois, c'est l'écriture qui me donne, enfin la lecture plutôt, qui me donne envie de voyager. Moi, c'est ça le truc. Voilà, et puis sinon, bon, j'ai d'autres choses, voilà, c'est tout.
Moi, ça va être un peu moins dans le voyage, mais ce sera à nouveau le portrait d'une personnalité. J'ai écrit un récit sur la résistante Rose Valland il y a 2 ans. Je retourne un peu en guerre, mais ce sera autour des reporters de guerre, des premiers photoreporters. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant, plus, mais en tout cas, ce sera dans cet univers-là. On attend ça avec curiosité et impatience. Merci à tous les deux. Merci à vous pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? On peut faire passer un micro. Il faut juste se signaler en levant la main, comme à l'école. C'était clair et limpide alors. Dans ce cas-là, je crois qu'il nous reste à applaudir nos 2 invités. Bravo à la modératrice. Comme toujours, les livres sont à disposition dans le hall avec des artistes et auteurs-autrices contents de les dédicacer. Et la prochaine rencontre, la dernière, ne la loupez pas parce qu'après il faudra attendre 1 an, c'est demain à 11h30 avec Fabien Bastide pour son voyage en 2 chevaux de Montpellier au Laos. Bonne soirée.